Dans cette salle, un homme est soumis à la torture. Alain Fernandez, 37 ans. Cela fait 17 ans qu'Alain est agent d'accueil à la Tour Eiffel. Il est en train de vivre une de ses missions les plus dures, apprendre quelques mots de mandarin. L'épreuve du jour, diriger des touristes vers l'ascenseur. Pardon. Ouais, non, mieux que ça. Mais non. Depuis quelques semaines, comme lui, tous les agents d'accueil de la Tour passent chacun 21 heures dans cette salle pour apprendre des rudiments de chinois. Monter, descendre, ascenseur, escalier. Il y a du boulot. Le lendemain, nous retrouvons Alain et ses collègues au deuxième étage de la Tour Eiffel pour les travaux pratiques. Deuxième étage, hello, Huanyin, Xinihao. Ils doivent souhaiter la bienvenue aux touristes et même leur offrir un petit cadeau. Xinihao. C'est pour le nouvel an chinois parce que c'est l'année du coq. Donc on offre un marque-page. On offre un marque-page. On offre un petit truc symbolique et là c'est le marque-page avec Shanghai dessus. C'est très joli. Les touristes semblent apprécier le geste, même s'ils ne comprennent pas tout. Mais ils répondent en anglais, c'est pas drôle. Entre ceux qui ne les comprennent pas et les Asiatiques qui ne sont pas des Chinois, Arigato, c'est du japonais. Ce serait peut-être finalement plus simple si les touristes se mettaient au français. Le coq. On dit le coq. Mais voilà, les touristes chinois, c'est l'avenir. Tous les jours, ils sont déjà 3 fois plus nombreux que les Japonais à visiter la tour, et ce n'est qu'un début. Bonne année. Car depuis septembre dernier, tout a changé. Les Chinois ont enfin le droit de venir faire du tourisme en France et en Europe, alors que jusque-là, seuls les voyages d'affaires étaient autorisés. Les professionnels du tourisme annoncent donc pour les mois à venir une déferlante de touristes chinois, un nouveau marché qui se chiffre en milliards d'euros. Alors combien ces nouveaux touristes dépensent-ils en France? Comment les commerçants se préparent-ils pour profiter de cette manne? Pour trouver le gros des touristes chinois, inutile de chercher dans les palaces du centre de Paris. Trop cher. Ils préfèrent les hôtels de banlieue, dans des quartiers sans charme, comme ici à Meudon. Les tours opérateurs de Pékin arrivent à y négocier la nuit à 20 € par personne. Thank you. Ce groupe est arrivé ici hier soir. Bonjour. À sa tête, en parlant quelques mots de français, Shuli, leur guide, qui est venu de Chine avec eux. C'est notre dernier jour en France, mais aussi notre dernière destination en Europe. Demain, nous allons prendre l'avion et rentrer au pays. Leur formidable périple en Europe aura duré 5 jours. Après avoir atterri à Roissy, ils ont dormi le premier soir à Bruxelles, puis Amsterdam, Francfort, Luxembourg, et tout cela en autocar. Ils ont une journée et une seule pour découvrir Paris. Parmi eux, Ming et Pong, 23 et 27 ans. Pong à la pêche, il est en voyage de noces. Leur semaine en Europe peut sembler bon marché, 900 € chacun, avec avion, hôtel et restaurant. Mais c'est tout de même l'équivalent de 10 mois de salaire pour un employé de base en Chine. À Paris, ils ont droit à tous les clichés. Une petite demi-heure à la Tour Eiffel, attention à ne pas prendre de retard. Un saut vite fait à Notre-Dame, c'est tellement charmant. Paris est vraiment la capitale du romantisme. Et pour bien rentabiliser la matinée, vous prendrez bien un peu de Louvre. Et là, ils nous donnent une vraie leçon d'économie.
Pour visiter le musée, en groupe, tous ensemble, ils devraient payer un supplément de 60 €. Mais là encore, c'est trop cher. Alors les explications de la guide se font à l'extérieur. Voilà, la Joconde se trouve ici, dans la galerie Italie. Donc maintenant, je vous demande de vous séparer. Vous n'entrez pas à plus de 6 à la fois, un petit groupe toutes les 3 minutes. L'entrée est par là. Dans le musée, il faut donc se débrouiller sans guide. Le but du jeu, trouver la Joconde. Tout à leur amour, Pong et Ming sont un peu perdus. La Joconde est au fond, là-bas. Évidemment, ces touristes chinois ne sont pas ouvriers. Pong dirige une mine de charbon. Il touche un très gros salaire, 5 000 € par mois. Ming, elle, est infirmière. C'est la première fois que tous les deux voyagent à l'étranger. Ils mitraillent à qui mieux mieux. Ils n'ont qu'une heure dans le musée pour engranger un maximum de souvenirs. Il faut au moins une journée pour visiter le musée. Une journée, c'est le minimum. Et vous pensez que vous reviendrez un jour en France pour prendre plus de temps pour visiter? Oui, nous reviendrons un jour en France. Mais nous ne reviendrons pas en groupe. Non, pas en groupe. On reviendra juste tous les deux. Les pellicules sont pleines et les estomacs sont vides. Est-ce que vous avez faim? Pour le déjeuner, pas de gastronomie française, mais un bon vieux resto chinois. Même pas le temps de retirer les blousons. Trop faim. Pendant leur séjour en Europe, dans le forfait, ils ont droit à un repas à l'occidental. Le reste du temps, c'est cuisine asiatique matin et soir, mais nos jeunes mariés ne sont pas très emballés. C'est pas de la cuisine chinoise authentique. La cuisine chinoise du pays est meilleure. C'est bon? Ça, c'est bon. Ça, ce n'est pas le restaurant qui le fournit. Ce sont des bocaux de piment qu'ils ont eux-mêmes apportés de Chine pour relever une cuisine un peu fade à leur goût. Dans cet établissement, 95% de la clientèle sont des Chinois en voyage organisé. Le patron du restaurant s'appelle Chen Ding. Il vient lui-même de Shanghai. Pourquoi est-ce que les groupes de touristes comme celui que nous suivons aujourd'hui, chinois, s'arrêtent chez vous? C'est la première vague de touristes, donc ils ont un budget limité. Selon nos informations, ils facturent les repas environ 6 € aux agences de voyage, pratiquement à prix coûtant. Alors pour comprendre comment ce restaurateur gagne sa vie, il faut lire une affichette accrochée sur le bar. Il y est écrit qu'il y a des toilettes dans le magasin d'en face. De l'autre côté de la rue, Paris Tour, un duty-free, un magasin où les touristes peuvent acheter des produits sans payer la TVA. Les montres, les vêtements de marque ou les parfums leur coûtent donc 19% moins cher que pour les clients européens. Les Chinois sont accueillis dans leur langue et tout est bon pour les faire craquer. C'est un parfum conçu spécialement pour les femmes. Il est fait pour attirer les hommes. Derrière la caisse, on retrouve Monsieur Ding. Le patron du restaurant a changé de casquette. Il vient de vendre une ceinture de marque et ça lui rapporte beaucoup plus qu'un repas à 6 €. Une ceinture, c'est du Mont Blanc, du Pont. Ça coûte combien ça? 135 €. Hors taxe. 135 € pour une ceinture, c'est loin d'être une exception. Car autant ils sont avares sur l'intendance, autant ils sont dépensiers sur les cadeaux. Cela peut surprendre, mais les Chinois sont, juste après les Japonais, les touristes qui dépensent le plus en shopping. Vous avez un gros budget pour vos achats? Oui, important. Combien vous allez dépenser chacun à peu près? Entre 800 et 1000 € chacun. En clair, rien qu'avec les achats effectués à Paris, ils doublent le coût de leurs vacances. Pour les commerçants, c'est donc là qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Et sur les trottoirs de la capitale, en ce moment, la bagarre fait rage. Car à côté des grands magasins où les étrangers s'arrêtent traditionnellement, une multitude de petites boutiques se créent. Et la calligraphie utilisée ne fait aucun doute sur la clientèle visée. Et puis sur ce marché, il y a aussi des magasins spécialisés, comme Paris Look. Et là, c'est l'usine. Les groupes de touristes étrangers défilent toute la journée.
Dans cette boutique qui appartient à une chaîne de distribution, les clients trouvent les marques de luxe les plus connues à l'étranger. Les stylos Montblanc, les parfums Lancôme, Dior ou Chanel. Il est très facile de dépenser ici des fortunes. Chinois, anglais, allemand, espagnol, portugais, du directeur commercial aux vendeuses, tout le monde est polyglotte. C'est même une obligation pour travailler ici. Vous parlez quelle langue? Chinois. Je parle l'hébreu, l'anglais, l'arabe. Le chinois, mandarin. L'espagnol, un peu l'allemand. Taïwanais. Français aussi. Français aussi. Mais le chinois est de loin la langue la plus utilisée. 40 vendeuses, pas moins, parlent mandarin et différents dialectes locaux. Car les Chinois, c'est déjà la moitié du chiffre d'affaires du magasin. Et pour arriver à cette performance, il y a un personnage clé, le guide, qui arrive de Chine avec son groupe, par exemple celui-là à droite avec son écharpe. Dans le circuit du tour opérateur, il est prévu qu'il s'arrête dans 3 magasins. Mais c'est lui qui conseille aux touristes d'acheter ici plutôt qu'ailleurs. Avancez vers le fond, venez par ici. Quand il arrive, ça se passe toujours de la même façon. À l'entrée, une vendeuse donne à tous ses clients un ticket avec un numéro qui correspond au guide. Et pendant que les touristes font leurs emplettes, l'accompagnateur, lui, va aller toucher sa récompense. Il connaît la maison comme sa poche. La porte au fond du magasin, l'escalier qui mène dans les bureaux, et là-haut, tout le monde est chinois. Bonjour, bonne année, prospérité. La prospérité, ici, on est en plein dedans. Les guides viennent faire enregistrer le numéro de leur groupe. On enregistre son groupe, comme ça le chiffre d'affaires monte directement. D'accord, vous savez quel chiffre d'affaires son groupe a fait? Voilà. Et à quoi ça sert de savoir son chiffre d'affaires? Son chiffre d'affaires, c'est pour sa commission à lui? Rendre à compte, oui. D'accord. Pour avoir incité ses clients à acheter ici, l'accompagnateur est donc rémunéré, et grassement. Sa commission, environ 15% de ce que son groupe va dépenser. Régulièrement, les guides repartent avec 500 € en poche. Mais pour que le guide s'arrête ici, il faut d'abord convaincre son donneur d'ordre, l'agence qui organise le voyage depuis la Chine. Et là, l'enjeu est énorme, la négociation très serrée. Pour cela, chez Paris Look, dans un autre bureau du premier étage, on a embauché Ping et Yin, 2 Chinois. J'étais cantonaise, mais maintenant aussi. Maintenant aussi. D'accord. Je viens de Sichuan. De où ça? Sichuan. C'est où ça? Vous nous montrez sur la carte? Oui, ici. C'est plus grand province de la Chine. D'accord, c'est où? À côté de Tibet. À côté du Tibet, d'accord. Ouais. Plusieurs fois par an, ils vont en Chine faire du business avec les tours opérateurs locaux. On signe un contrat pour l'agence. D'accord, directement en Chine. En Chine. Donc vous allez en Chine signer des contrats? Oui. Ça veut dire quoi? L'agence va toucher 5%, 10%, 15% du chiffre d'affaires que vous allez faire avec leurs clients? Peut-être. D'accord. Et on peut savoir quel montant? On peut savoir le... Non? C'est le secret commercial. Voilà. D'accord. Grâce à cela, sur leur ordinateur, ils reçoivent la liste de tous les groupes qui doivent passer ce mois-ci, une liste envoyée par les agences en Chine. Mais en échange des clients qu'elles leur envoient, les agences veulent bien plus que de l'argent. Par exemple, cet après-midi, Ping doit passer un coup de fil à une compagnie aérienne. J'ai un client qui a perdu ses bagages. Le client qui a perdu ses bagages à l'aéroport appartient bien sûr à un groupe de touristes. Mais son guide, ce monsieur, ne parle ni anglais ni français. C'est le Charles de Gaulle. Alors Ping prend les choses en main. Oui, c'est ça. C'est de Pékin Charles de Gaulle. Un touriste qui perd ses valises, un autre malade qu'il faut conduire à l'hôpital. Les tours opérateurs chinois leur demandent de faire office d'agence de voyage en France. Plus souvent, fréquent, on a fait de réservation de l'hôtel, réservation de restaurant, réservation de spectacle, de tout, quoi. Et le plus incroyable, c'est que les tours opérateurs chinois leur demandent de faire tout cela gratuitement. Du coup, dans les vraies agences de voyage à Paris, ça râle. Par exemple, dans celle-ci, à quelques pas des grands magasins.
Ici, toute l'activité se fait avec la Chine. Et ce qui rapporte le plus, ce sont les commissions qu'ils prennent quand ils réservent des entrées pour des monuments, des restaurants ou encore des cabarets. On a tous les dossiers, tout en chinois. Mais la dernière fois qu'un tour opérateur de Pékin leur a demandé d'organiser l'accueil d'un groupe, il n'y avait aucun de ces services. Le groupe il a passé 11 nuits en Europe, mais on prend en charge que de la réservation des hôtels, c'est-à-dire 11 nuits d'hôtel, et l'autocar pour tout le trajet. S'occuper uniquement de l'hôtel et de l'autocar, c'est à peine rentable. Étonnamment, depuis que la France s'est ouverte aux touristes chinois, pour Pierre Xi, le patron, c'est la catastrophe. Les restaurants français. On a pratiquement perdu à peu près 80% de ce qu'on a fait avant. De votre activité, Notre activité sur la réception des groupes chinois en France. Oui. Professionnels du tourisme qui pleurent, commerçants qui rient. Par exemple, Max Acquerer, le directeur commercial de Paris Look. Pour lui, les Chinois sont une telle aubaine qu'il a ouvert de l'autre côté du boulevard une horlogerie digne de la place Vendôme. Elle a coûté 300 000 €. Ni hao. Xin nian kuai le. Gong xi fa cai. Gong xi fa cai. Zhen ji jian gang. Zhen ji jian gang. Les montres de luxe, c'est une des folies préférées des Chinois. Ici, rien à moins de 1 500 € et ça marche. Au bout de 8 mois de fonctionnement, 80% de l'activité vient de la clientèle chinoise. Mais ces best-sellers, Max Acquerer les écoule tout de même dans le magasin principal. Et mis à part les parfums, vous allez voir, certains sont très surprenants. Et celui-là, il a combien de fonctions? 33. Vous voyez, c'est ça, là. Et si vous en achetez un, eh bien, on vous offre une sacoche avec. Tout est ici. Et vous aurez l'ensemble pour 14,96 €. Les couteaux suisses. En Chine, c'est tendance. Ici, ils les payent 2 fois moins cher. Max en vend des centaines. Le couteau suisse, c'est un produit emblématique. Emblématique. C'est comme ça, en Chine. Et c'est un cadeau idéal, surtout. Et je peux facilement en mettre 30 dans ma valise. C'est pas lourd, c'est petit. L'autre surprise, on la trouve au rayon des polos. À côté des Lacoste et autres Dior, la marque française que les Chinois s'arrachent, vous n'en avez sans doute jamais entendu parler, c'est Montagu. Ce bleu, vous pouvez le porter sans problème avec un pantalon noir ou bleu. Ah ok, avec un pantalon noir ou bleu. Oui, oui, ce sera parfait. On va voir si ça vous va. Ah, parfait. C'est vraiment ce qu'il vous faut. C'est exactement ce qu'il vous faut. Ouais, bon, je vais réfléchir. En plus, c'est vraiment une couleur qui va avec tout. Cette marque, en Chine, c'est connu? Oui, c'est très connu. En Chine, c'est très très connu. C'est un produit français. C'est top. C'est une marque française, c'est luxe. Très connu. Une institution en Chine. Tous les ans, la Griffe se paye des défilés dans plusieurs villes du pays. En Europe, ce n'est pas très branché, mais là-bas, c'est un must. Alors, qui est donc ce mystérieux Montagu de Paris? En réalité, le berceau de ce fleuron de la mode française se trouve à Guilherand-Granges, en Ardèche. Loin des Sunlight et des podiums, cette petite entreprise familiale profite elle aussi du boom chinois. Le big boss s'appelle Pierre Gros, un centralien. Et son produit star depuis 25 ans, en Chine, ce sont les polos. Le gros des ventes, ça reste quand même les modèles très classiques, avec poche, avec la petite fleur, avec les 4 boutons. Ça, c'est votre carton en Chine, ça. Ça cartonne en Chine. Ah oui, tous ces motifs-là, si vous voulez, qui sont les rayures, il y a quand même une forte prédominance de rayures. Ça a un petit côté années 60. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que son père a créé le modèle. Et s'est vendu une fortune, 160 € pièce. Pourtant, ils ont conquis l'empire du milieu. Le secret de leur succès, la matière dans laquelle ils sont faits. Un procédé maison, le fil-lumière, une sorte de soie synthétique, un miracle permanent. Ils ne se froissent pas
et il procure une sensation de fraîcheur et aussi que ça ne retient pas la transpiration, donc ça ne fait pas d'auréole ni de marque. Idéal donc pour les climats humides et chauds que l'on trouve en Asie. Dans les années 70, son père en vend beaucoup au Cambodge, au Vietnam, puis à Hong Kong. Et en 78, le fiston voyage en Chine. À l'époque, les importations y sont interdites. Et ce qu'il frappe le plus dans la rue, c'est que tout le monde est habillé pareil. Il pense que le marché va s'ouvrir et il a une idée folle. Faire dans la Chine de Mao de la pub pour ses polos. Donc je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse connaître Montagu en Chine. On s'est posé cette question. A-t-on le droit de faire de la publicité pour des produits qui sont interdits à l'importation? Et on nous a répondu oui. Donc pas de problème, du moment que vous apportez de devises à la Chine est d'accord. On a donc peu de temps après loué des espaces publicitaires à la gare de Canton, la gare de Shanghai, l'aéroport de Shanghai. Faire de la pub sans vendre un polo, le pari était risqué. Mais 25 ans après, plus d'1 millier de boutiques vendent ces produits à travers tout le pays. Il fait toujours de la publicité, mais maintenant, c'est à la télévision qu'il se paye des spots. Aujourd'hui, il réalise 80% de son chiffre d'affaires en Chine. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, il doit être un des derniers fabricants de vêtements à ne pas produire en Chine. Simplement pour éviter de se faire voler la fameuse technologie secrète du fil-lumière. En France, ces polos sont vendus 2 fois moins cher qu'en Chine. Alors lui aussi compte bien profiter de l'arrivée en masse des touristes. « 19h, Ming et Pong sortent des grands magasins. La corbeille de la mariée est bien remplie, il y en a pour plus de 1 000 €. J'ai acheté beaucoup de parfums. Et puis aussi des petites statues de la liberté en cristal. En alcool, on a acheté que ça parce qu'on n'avait pas le droit d'en prendre plus. Ça veut dire que vous comptez encore dépenser de l'argent demain à l'aéroport? Oui, oui. Demain matin, à la première heure, ils seront donc tous dans l'avion. Fini les vacances en France. Ce qui les a le plus marqués, la Tour Eiffel, Notre-Dame, le Louvre? Pas du tout. J'ai été surpris par le fait qu'ici, les voitures laissent passer les piétons. Dans mon pays, c'est l'inverse. L'automobiliste parisien, un modèle de civisme, Pong est sans doute fatigué. Cette année, comme lui, il devrait être 400 000 à venir chez nous, et on en annonce déjà 3 fois plus pour les années à venir.